France Info. « 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. » Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est avec Thermos et Pull qui se sont présentés ce soir dans le studio. Ils sont assis sur des sièges avec bouillotte, l'un d'entre eux a même dit, et si on se faisait une bonne raclette, mais avec ou sans cornichons, le débat s'est engagé. Voilà, ils sont en tout cas chauds ce soir et motivés. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'éditorialiste à TV5 Monde et à Rolling Stone Magazine, Laurent Bazin. Bonsoir. Bonsoir à vous. Également la députée du Val-de-Marne de la France Insoumise, Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Yael Gauz, bonsoir. Bonsoir Chef Jean-Mathieu. du service politique de France Info. Et François Lorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et ce soir, la Corse prend le large, les régions comme un début de fronde, Blanquer sur répondeur, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, il s'en est fallu de peu, mais 2017 n'aura pas été une totale année horribilis pour les Républicains. Non, ils ont gagné une élection. Wouh bon, une élection interne, mais il fallait tout de même la gagner, parce que vu le niveau de chaos du parti, on n'était pas vraiment sûr qu'un membre des Républicains dirige le parti des Républicains. Comme prévu, donc, Laurent Wauquiez a remporté son pari avec 76% des voix, contre 16% pour Florence Portelli et plus de 9% pour Maëlle de Calan. Autant vous le dire, nous sommes tout petit peu déçu, car cela fait 24 heures, à peu près, que Laurent Wauquiez est élu et toujours pas de dérapage. Alors bon, il a confié tout de même à VSD vendredi qu'il gardait les pieds sur terre parce que sa femme le laissait pousser le caddie au supermarché. Alors il doit toujours être au rayon surgelé, donc on attend. Bref, à quoi va ressembler la droite façon Wauquiez? Réussira-t-elle à se reconstruire? Pas gagné, selon l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Le problème de la droite ouverte, à laquelle j'appartiens, proche du centre, elle est aujourd'hui dans 3 maisons, elle a 3 adresses. Nos électeurs sont en grande partie déjà chez Macron. Les autres sont au centre, soit avec Agir, soit avec l'UDI. Et les 3e sont aujourd'hui chez les Républicains. On l'a vu avec De Calan et la jeune Portelli. Donc on est, je dirais, un peu explosé. On est divisé dans 3 adresses. Moi, je souhaite habiter dans une maison commune. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, ce matin sur France Inter. Alors, Yael Gauz, juste au début, Laurent Wauquiez a été élu avec une participation plus forte que prévu. C'est vrai que près de 100 000 militants y ont participé. Il faut dire que la jauge avait été mise très basse. Voilà. On disait chez Laurent Wauquiez 50 000. C'était facile à atteindre, 50 000. Donc c'est une élection interne, il faut le repréciser. Il craignait quoi finalement? Un désintérêt? Est-ce que ça le conforte maintenant finalement? Il a une légitimité maintenant au sein des LR, en sachant que c'est un noyau restreint qui a voté pour lui. Il a du temps devant lui, on le sait, 4 ans. Donc il va pas se précipiter, il va dérouler un organigramme très vite, en 2 temps, avant Noël, première moitié, deuxième moitié après Noël. Et puis il a un socle de parlementaires, ça c'est précieux, et c'est ce qui le différencie peut-être des autres oppositions Emmanuel Macron, dont les Insoumis, 100 à l'Assemblée, un groupe majoritaire au Sénat. Donc à partir de là, il peut aussi reconstruire. Mais il a quand même beaucoup de points faibles. On parlait d'un chef au pied d'argile la semaine dernière, quand on a fait notre sondage avec Odoxa et Le Figaro. Effectivement, il y a des faiblesses et je pense qu'on va y revenir. Oui, bien sûr, mais les faiblesses d'ailleurs du sondage étaient terribles par rapport aux Français. Sur l'image. Voilà, sur l'image, c'était quand même sur dramatique pour lui, quoi. Image d'insincérité, image effectivement de quelqu'un d'extrêmement clivant et imitant le Front National. Ça risque de le poursuivre dans les heures et les jours qui viennent. Alors Mathilde Panot, vous comment justement vous le voyez, Laurent Wauquiez? Est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'on vous chipe votre place d'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Enfin, nous, on n'est pas, on joue pas un jeu en fait. On a un projet de société qui est, je pense, et ça c'est assez reconnu, complètement à l'inverse de celui que propose Emmanuel Macron. Après, on court pas après une médaille qui serait le premier opposant ou voilà. Donc c'est à voir. Mais moi, je suis quand même assez intéressée de voir quelle va être la différence, quelle va être l'opposition que va mener que les Républicains et Laurent Wauquiez, étant donné que je crois ne les avoir jamais vus dans une manifestation contre les ordonnances travail. Ils ont voté pour. Ils ont voté pour, tout à fait. Sur l'ISF, ils voulaient aller plus loin, mais ils étaient quand même plutôt d'accord avec ce qui était fait. Donc, bon, voilà, on va voir ce que ça va donner comme opposition, mais je suis quand même assez sceptique sur le fait qu'ils puissent vraiment montrer un projet de société, de contre-société comme nous le menons actuellement. La France Insoumise. Laurent Bazin, aujourd'hui, finalement, sur quoi, justement, Laurent Wauquiez peut-il se différencier? Sur l'identitaire? Ouais, c'est ça. Probablement sur l'identitaire. C'est quand même dommage que ça soit les mêmes choses que le FN, quoi. Enfin... Voilà, alors c'est ça. Alors justement, on va. C'est le sujet de Laurent Wauquiez, son stock d'électeurs. Il est d'abord, pense-t-il,
dans une droite catholique, et c'est la raison de sa proximité notamment avec Sens commun. Et de l'autre côté, il est clairement, mais ça c'est la stratégie de Sarkozy de 2007, et ça avait fonctionné pour Nicolas Sarkozy en 2007, il est clairement dans les couches populaires qui se sont détournées non seulement de la droite, mais du jeu politique tout court. Bon, donc de la droite, souvent pour aller vers le Front National, et du jeu politique tout court en n'allant pas voter, même pour le Front National. Donc le sujet pour lui, il est là, et il pense que c'est par l'identitaire qu'il peut trouver ce chemin. Oui, François Orcival, c'est ça. C'est son seul sujet aujourd'hui, parce qu'on voit en effet des militants républicains qui peuvent être d'accord avec Emmanuel Macron sur l'économie, des choses comme ça. Donc le seul sujet qui lui reste, c'est celui-là, l'identité. Mais c'est pas qu'il lui reste. Tous les sujets lui sont ouverts. Tous les sujets lui sont ouverts. Mais il a effectivement une stratégie. On le prend vraiment pour ce qu'il n'est pas. Hein. Je rappelle quand même qu'il était le patron de la région Rhône-Alpes, qu'il a gouverné cette région avec les centristes. Donc on le prend pour une espèce de clone de ceci ou de cela. Du moment où il est élu, il devient chef de l'opposition de droite. Chef de l'opposition de droite. Et par conséquent, tous les sujets lui sont ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les sujets lui sont ouverts? Ceux pour lesquels il va voter pour, ceux pour lesquels il va présenter, évidemment, une opposition. Mais son problème à lui, c'est de récupérer les électeurs qui se sont dispersés. Alors, il faut mettez des œillères quand même, François, je trouve, parce que Laurent Wauquiez, chef de la droite, c'est un petit peu court. Il y a des droites aujourd'hui, c'est incontestable. Et on attend de voir comment les autres ténors, barons, je sais pas comment on les appelle, d'Alain Juppé jusqu'à Valérie Pécresse vont se comporter et qui se taisent en ce moment, qui le mettent sous surveillance. Mais non, ils le mettent pas sous surveillance parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Oui. C'est ça qui était très intéressant. Vous avez une Florence Portelli qui nous a dit et redit qu'elle serait au second tour. Elle fait combien ? Elle fait 16%. Vous avez Maël de Calan qui représente Alain Juppé qui fait 9%, même pas 10%. On va y revenir justement dans un instant. L'info à 20h10, c'est Agathe Mahué. Et d'abord, cet engagement d'Airbnb en France qui renonce à sa carte prépayée émise depuis Gibraltar. Ce système de paiement critiqué car permettant aux propriétaires de logements d'encaisser des revenus sans les déclarer. Une situation qui avait été révélée début novembre par la cellule enquête de Radio France. Les responsables d'Airbnb étaient convoqués ce soir à Bercy pour s'expliquer. Il n'y aura pas de transport scolaire demain matin dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Les conditions ne sont pas assez bonnes sur la route. Risque de neige, de verglas et toujours 40 000 foyers privés de courant ce soir. Les deux départements sont toujours placés en vigilance orange, tout comme les Alpes et la Côte d'Azur, où les précipitations restent importantes. Des intempéries qui ont affecté aussi cet après-midi les liaisons en train entre Paris et le Grand Ouest. Au départ de la gare Montparnasse, la gare qui a d'ailleurs connu ce matin une nouvelle panne d'électricité, de quoi bloquer plusieurs trains de banlieue. Une plainte déposée contre Lactalis par un père de famille, le papa d'un nourrisson qui n'a pas été contaminé par les salmonelles, mais qui évoque une mise en danger de la vie d'autrui. Après le retrait de plus de 600 lots de lait premier âge, sa plainte vise également la pharmacienne qui lui a délivré le produit. Et puis c'est ce soir vers 21h, heure de métropole, que Johnny sera enterré aux Antilles, à Saint-Barth. Ses proches uniquement autour de lui, un peu plus de 80 personnes pour cette inhumation dans l'intimité. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Il le voulait, cette élection. Il l'a eu. Et d'ailleurs, ce soir, il y a déjà un duel à distance entre deux personnalités de droite, puisque aux 20h de TF1, il y a Laurent Wauquiez, et aux 20h de France 2, il y a Xavier Bertrand. Alors, que va dire le président de la région Hauts-de-France? Forcément, on vous en parlera. Et Mathilde Panot, vous vouliez réagir à ce que disait François Orcival? Oui, non, mais parce que vous disiez tout à l'heure avec un peu d'humour qu'on était étonné que dans les 24 heures, il n'y ait pas eu de dérapage ou de polémique. Parce que vraiment, moi, je ne vois aucune rupture idéologique sur tout ce qui est macroéconomique entre les Républicains et Macron. Et j'aimerais bien qu'on me montre s'il y en a, et si il y en a, c'est sûrement parce qu'il faut aller un peu plus loin sur des points. Et il faut pas oublier ce qu'a dit dans le passé Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est notamment la personne qui parle des gens au RSA en disant l'assistanat, c'est le cancer de notre société. Ce qui est absolument faux, et ce qui le place aussi du côté du Front National. Non, mais si c'est faux. Si c'est faux, je peux vous le montrer avec des chiffres. N'attendez pas de Laurent Wauquiez
qu'ils vous rejoignent. Ah non, absolument pas. Alors là, donc il ne dira pas les choses que vous dites. Ça, c'est clair. Il est dans une situation non seulement différente d'Emmanuel Macron, il sait très bien qu'il y a des points de convergence et d'autres d'opposition, mais en revanche, l'opposition avec la France insoumise, elle sera totale. Et la nôtre est totale. La nôtre, lui, est totale aussi. Mais la question qui se pose, c'est la question qui se pose, c'est le seul point de différence aujourd'hui entre les Républicains et Emmanuel Macron, c'est sur des questions vous avez parlé de sens commun, etc. Identitaire, donc. Sur des questions identitaires, qui sont des questions qui sont proches du Front National. C'est quand même. Et pourquoi vous les traitez pas, vous? Cette Comment question-là, pourquoi vous je pense que nous avons un discours sur les LGBT, je pense que nous avons un discours sur la manière dont... il sera en opposition avec vos positions. Alors, justement, on va continuer. C'est pas la question qu'ils soient en opposition avec vous. Alors, Laurent Bazin, justement, la question soulevée tout à l'heure par Yael Gauze aussi, c'est, il y a d'autres ténors, mais alors qui n'ont pas voulu se présenter aussi face à lui. C'est pour ça qu'aussi il y a un problème. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Il en a souri d'ailleurs, Laurent Wauquiez. Je l'entendais dimanche soir remercier ceux qui n'avait pas osé se présenter contre lui d'une certaine manière. Voilà. Est-ce qu'il peut rassembler maintenant? Est-ce qu'il peut rassembler finalement? Mais c'est drôle parce que c'est la grande question qu'on se pose. Je vais vous dire, moi ce que je pense, c'est que le rassemblement va pas être simple pour Laurent Wauquiez. Si vous voulez que je réponde à cette question-là, ça va pas être simple. Donc point 1, pour une autre raison, c'est que on a affaire à un duel de quinquas qui sont tous dans les starting blocks en vérité pour la prochaine élection présidentielle, et ça vaut pour Xavier Bertrand comme pour Valérie Pécresse. Bon, donc là il y a un match qui se joue et qui évidemment va empêcher le rassemblement. Mais moi ce que je pense, c'est que la stratégie de Laurent Wauquiez, en tout cas s'il se trompe pas de stratégie, ça doit être d'aller aux Français et pas d'aller au rassemblement des droites éparses ou des personnalités de droite éparses, parce que je pense qu'il n'y parviendra pas. Voilà. Je pense que la seule stratégie possible pour lui, c'est d'aller aux Français. Et lui pense que pour aller aux Français, il faut passer notamment par l'identitaire. Vous avez raison, il prendra position sur tous les sujets. Parfois, il dira avec mansuétude, pas trop mal, peut passer, nous voterons, nous abstiendrons. Puis d'autres fois, il dira non. Mais sur l'identitaire, il sera frontal en revanche. Et pourtant, François Orcival, on a vu une vraie différence quand même, Laurent Wauquiez, par rapport à ce parti, par exemple, une position sur l'Europe. On voit bien que c'est pas celle de Nicolas Sarkozy. On voit bien quand même une différence qui est plus proche aujourd'hui des positions qui sont plus à droite que celles auparavant développées par Nicolas Sarkozy ou même quelqu'un comme François Fillon. Ah mais oui, mais bien sûr. Donc mais pourquoi? Parce que nous avons des élections dans 1 an et demi. Et que ces élections européennes, il va bien falloir se battre pour avoir une capacité de présentation, de résistance et de tenir un certain nombre de députés face au Front National, évidemment, mais face aussi à la liste de la France Insoumise. Et face à la République En Marche aussi. De la République En Marche, on sait très bien qu'ils sont, eux, les plus européens de tous. Plus européens que la République En Marche, on ne peut pas. Voilà. Donc, les autres vont se distinguer sur, effectivement, ces questions européennes et de souveraineté. Ça va être une vraie ligne de crête compliquée à gérer pour Laurent Wauquiez. D'ailleurs, l'un de ses premiers déplacements, c'est jeudi. C'est au groupe PPE, Parti Populaire Européen, à Bruxelles, qu'il va réserver sa première visite. Effectivement, premier geste, mais on attend de voir quelle est la ligne vraiment. Parce que vous vous souvenez de ce livre de 2014 où il met les pieds dans le plat et d'un seul coup, on passe d'un centriste humaniste pro-européen à la Jacques Barrot, dont il est l'héritier, pour arriver à quelqu'un qui veut un noyau dur à 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Donc un changement complet de discours avec un traité de refondation de l'UE qui doit être soumis à un référendum. Et une campagne régionale extrêmement dure contre l'Europe et les technocrates de Bruxelles. Moi, je me souviens d'un tract de Laurent Wauquiez en bleu et jaune sur lequel il taclait très rudement les technocrates de Bruxelles. Et je me souviens avoir discuté avec un de ses très proches et lui avoir dit « Mais ce tract-là, pardon, alors pour le coup, je vais abonder dans votre sens. Enfin, pas pardon, d'ailleurs, pour le coup, je vais abonder dans votre sens. J'avais dit, ce tract-là, finalement, qu'est-ce qu'il différencie des mots d'ordre, même dans le style, des mots d'ordre portés par le Front National en face de vous, au régional. Et la réponse avait été, elle m'a frappé, mais qu'est-ce que tu préfères? Avoir le Front National au pouvoir ou nous avoir nous? Bien sûr. Et j'avais marqué simplement une chose, c'est que si une droite se fait élire sur les thèses du Front National, soit elle trompera ses électeurs en étant au pouvoir, soit elle aura basculé de l'autre côté de la barrière. C'était ma réponse à l'époque, mais le débat est ouvert. Et vous avez déjà des Nicolas Dupont-Aignan et des Florian Philippot qui frappent à la porte. Bien sûr, qui voudraient une union totale. Mathilde, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette théorie de dire, voilà, si on n'est pas au Front National, mais si en empruntant quelques thèses, si voilà, en prenant ses électeurs, ce n'est pas le Front National, mais voilà, comme ça on le bat, tout en peut-être parfois prenant un peu. En tout cas, on se rend coupable
de permettre la propagation d'idées dans le pays sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de... Oui, je crois la que les idées question sont c'est dans que l'électorat oui, mais déjà. pourquoi pourquoi est-ce que c'est là? Parce que justement le Parti des Républicains, comme le Parti socialiste d'ailleurs à l'époque de François Hollande, ont refusé de toucher à la règle des 3%, ont continué dans les budgets d'austérité, etc., en disant tout le temps aux gens, de toute façon, vous vivrez toujours plus mal. Et la question de dire, il n'y a pas d'alternative à cette société, sauf à être le méchant bout à côté, si on critique l'Europe, c'est quand même problématique en termes de débat. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait, par exemple, la présidente de Sarkozy, comme la présidence d'Hollande, parce que ok, alors on nous dit, nous on a fait de la réal politique, on pouvait pas faire autrement. Oui, mais sur les mots, vous pouvez faire autrement, par exemple. On pense aussi que dans les faits, on peut faire autrement. Mais sur les mots, quand on traite les chômeurs de délinquants, quand on parle d'assister, quand on parle de tout ça a des effets sur la société. Nous, dans les caravanes pour l'égalité des droits, on a vu des gens qui ne demandaient plus leurs droits sociaux parce qu'ils ont honte de demander leurs droits. Et ben ça, c'est honteux parce qu'un droit, c'est quelque chose auquel on a le droit, c'est la définition, et c'est une citoyenneté sociale qui est extrêmement importante à préserver. La vérité, et donc, ça propage des idées qui sont des idées de haine et qui divisent notre société. D'accord, très bien. Mais il y a un point que vous négligez, c'est l'évolution, la transformation, la mutation de la société que les politiques ont accompagnée ou ont freiné ou ont essayé de contrôler et qui leur a totalement échappé. Ouais. La société se transforme sans les politiques. C'est ça que cette élection présidentielle a montré cette année. Et je pense que c'est ça, quoi que vous ayez dit depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans sur les idées du Front National, celles-ci, pas vous, celles-ci n'ont fait que progresser. Et on ne s'est pas interrogé pourquoi. Oui, et quand Marine Le Pen s'est trouvée devant Emmanuel Macron, elle lui a pas posé la question « Pourquoi suis-je là ?» Et pourquoi à votre avis, le mouvement de la France Insoumise est le plus grand mouvement politique du pays aujourd'hui? Écoutez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Quatrième. S'il vous plaît. Écoutez-moi, pourquoi, à votre avis, on est le plus grand mouvement politique du pays aujourd'hui? Pourquoi arrivons-nous à faire 20%? Et pourquoi, surtout, dans ce mouvement, on arrive à avoir plus des 3/4 des gens qui n'ont jamais eu un engagement politique? Parce que justement, nous avons analysé les changements de la société. C'est pour ça que nous avons fait un mouvement poreux sur la société. C'est pour ça que nous avons une méthode politique qui ne me semble pas être la méthode traditionnelle. Ouais. Et donc, cette analyse, nous l'avons et nous la mettons en place. Donc, je pense que nous avons plutôt suivi les évolutions de la société. Un petit peu comme En Marche, alors, finalement. Voilà. Nous sommes partis en février 2016. Très bien, d'accord. Allez, on va continuer en parler. Dans un instant, l'info à 20h20, Agathe Maheu. Un homme de 27 ans, auteur d'une tentative d'attaque terroriste à Manhattan, quelques semaines après l'attentat au camion bélier. Cette fois, l'homme portait une ceinture d'explosifs rudimentaires. Il a été arrêté vivant. 3 personnes qui se trouvaient à proximité sont légèrement blessées. Un nouvel élément dans l'enquête sur Magnanville, l'assassinat d'un couple de policiers il y a 1 an et demi par le djihadiste Larossi Abala. Un proche du tueur est ce soir en garde à vue, car son ADN a été retrouvé sur les lieux du crime. Abala, l'auteur du meurtre, lui, avait été tué par le RAID. Trop vieux pour diriger le patronat en France. À 65 ans, dans quelques mois, Jean-Dominique Sénard, l'actuel président de Michelin, était le favori pour succéder à Pierre Gattaz en juillet prochain. Mais le MEDEF, son conseil exécutif en tout cas, a voté. Les statuts ne vont pas évoluer pour l'occasion. Il faudra donc toujours avoir moins de 65 ans pour être candidat. Et puis 2 tirages de football ce lundi, d'abord en Ligue des Champions, les 8e de finale avec un PSG peu gâté qui tombe face au Real Madrid. Le match aller aura lieu le 14 février. Et puis la Ligue Europa, tirage plus heureux pour les clubs français. Marseille face aux Portugais de Braga. Les Niçois affronteront les Russes du Lokomotiv Moscou. Et puis Lyon jouera contre les Espagnols de Villarreal. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Agathe Maheu n'a pas eu le temps de vous l'annoncer, mais donc sur France 2, Xavier Bertrand vient d'annoncer qu'il quittait donc les Républicains ce soir. Donc l'ancien ministre de Jean-Pierre Raffarin, président de la région Hauts-de-France, a décidé de quitter donc le parti Les Républicains suite à l'élection de Laurent Wauquiez. Yann Gauze, alors là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais non, mais le répit de très très courte durée pour Laurent Wauquiez. On s'étonnait depuis ce matin que les réactions de la droite dite modérée, à part Jean-Pierre Raffarin, étaient très très légères, silencieuses, grand silence. Alain Juppé n'a pas quitté les Républicains, lui. Ben ça y est, la guerre des droites pour 2017 commence. Oui, et vous avez donc une écurie, Xavier Bertrand, qui se met en route par l'extérieur du parti
pour tenter, évidemment, de bloquer la route à Laurent Wauquiez en jouant plus large. Mais Yael, c'est la logique de ce qu'on disait tout à l'heure. Laurent Wauquiez ne pouvait pas rassembler, notamment parce qu'il a à côté de lui, à droite, des quinquas qui veulent tenter eux-mêmes leur chance. On va pas se rassembler avec un concurrent. C'est pas le principe du jeu. Et comme rien n'a changé en France et qu'on continue à penser que son destin personnel est plus important finalement que l'union d'une droite, porter un projet, avoir des idées, et ben effectivement tout ça est logique. Et ça confirme ce que je pense sur les partis, c'est l'ancien monde, donc il passe par l'extérieur. Il y a ça aussi. Alors ça, c'est un pari que Macron a réussi. Il faudra que Xavier Bertrand prouve qu'il est capable de le faire. On va attendre avec attention de voir ce que va faire Valérie Pécresse sur ce sujet-là. Voilà. Moi, je prêt à mettre un billet qu'elle ne partira pas. Mais c'est ça. Alors, juste une chose, François, j'ai juste une question à vous poser. Vous connaissez bien l'histoire de la droite française. Ce soir, Xavier Bertrand sur France 2 l'a dit, je ne reconnais plus mon parti. Ça veut dire qu'il a tellement changé que ça, le parti, les Républicains qui vient de l'UMP, du RPR. Alors, comme vous le dites, l'expérience de la politique, c'est quand on dit je ne reconnais plus mon parti, ça veut dire je pars. Quoi qu'il arrive d'autre part. Il est si différent que ça ou pas ? Mais rien du tout. C'est parce qu'il a pris la décision de partir qu'il dit je ne le reconnais plus. C'est logique en politique. On ne payait plus ses cotisations chez les LR depuis un mois et demi. Là. Mais bien sûr. Alors, et donc préparé son départ. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez étaient les 3 grands présidents de région DLR. Valérie Pécresse comme Xavier Bertrand ont été à un moment donné appelés par Emmanuel Macron. Ils ont refusé l'un et l'autre. Un refus en politique n'est jamais définitif. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que Xavier Bertrand a en tête depuis longtemps qu'il devra être candidat à la présidence de la République. Bien sûr. À partir du moment où aujourd'hui, ou même hier soir, Laurent Wauquiez vous dit il n'y aura pas de primaire chez les Républicains la prochaine fois, nous savons désormais qu'il y aura des candidatures concurrentes. Alors Mathilde Panot, il y a quand même une chose, on le voit en effet depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le champ politique traditionnel, on le voit, le PS... Bon, voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Les Républicains, on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle forme politique ? C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure La République En Marche et la France Insoumise, c'est vrai que vous êtes les 2 mouvements issus de ces présidentielles. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire que ces partis-là aujourd'hui, et même le Front National, on a vu qu'il était un peu plus compliqué, ça n'existe plus pour vous ? Ces partis-là. C'est pas que ça n'existe plus. En tout cas, on a vu un fort mouvement dégagiste pendant l'élection présidentielle qui amène à une recomposition de fait. On le voit maintenant. Donc moi, je vais pas commenter ce qui se passe à l'intérieur de la droite parce que c'est pas mon affaire. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir parce que c'est exactement ce dont on discutait juste avant, qui est en fait la vieille manière politicienne de faire de la politique, c'est-à-dire on tourne tout l'intérieur de son énergie vers un appareil et l'intérieur d'un appareil au lieu d'aller vers l'extérieur. Voilà, et je pense que le mouvement de la France Insoumise a réussi parce qu'il a été parlé aux gens en leur disant on s'en fout de ce que vous avez voté avant, vous pouvez venir militer de la manière que vous voulez. Et je pense que ça, c'est poreux à la société et c'est plus des militants qui sont des moines dans une société séparée du reste des citoyens et qui se bouffent le chou entre eux pour savoir qui va être le chef à la prochaine fois. Une chose, Laurent Bazin, je précise juste pour nos auditeurs, Xavier Bertrand a précisé qu'il ne ralliait aucun parti, qu'il ne créait aucun parti, et il le dit, mon seul parti, c'est ma région. Ouais. Voilà, donc les Hauts-de-France. C'est sa promesse d'élection. Hein. Oui. Il a promis qu'il se consacrerait en totalité à sa région. Il avait été élu avec les voix de gauche face à Marine Le Pen. Oui, exactement. Il était l'homme hybride, vous savez, le politique hybride. La droite soutenue par la gauche qui promettait effectivement. Et il fait un certain boulot dans sa région, il faut bien le dire, notamment du côté de l'emploi, parce que c'est une région qui est en grande difficulté. C'est pour ça qu'il se dit, je vais réussir. Voilà, c'est pour ça qu'il peut se permettre de sortir pour mieux revenir. Parce qu'en vérité, ce qu'il fabrique, évidemment, Yael a eu le bon mot tout à l'heure, je suis absolument d'accord avec ça, écurie. Oui. Donc il se met en retrait pour pouvoir fabriquer son écurie. Laurent Wauquiez a mis la main sur les Républicains qui devient une écurie. On dit beaucoup Laurent Wauquiez, etc. Attendez, juste un mot. On dit beaucoup Laurent Wauquiez, ceci, cela, il dit des gros mots, il dit des... Bon. On le voit arriver, Laurent Wauquiez, ça fait 5-6 ans qu'il est sur cette stratégie-là. Donc on va pas faire mine de le découvrir. Il achète à la baisse
un parti, les Républicains, qui aujourd'hui pèse plus très lourd, il faut bien le dire, qui n'est plus le grand parti qu'il a été. Il l'achète avec un fragment de ce parti, ou plutôt une moitié de ce parti, je vais dire plutôt. Et visiblement, les autres vont s'en détacher doucement, soit par l'abstention, soit par le départ pur et simple. Mais son pari est pas mauvais, encore une fois. Acheter à la baisse, c'est toujours une bonne opération. Maintenant, il a 4 ans pour devenir, et là où je suis pas d'accord avec vous, pour devenir le chef de la droite, il n'est pas encore aujourd'hui. On a 20 secondes. On a 20 secondes, François. 20 secondes. Xavier Bertrand, est-ce qu'il a participé à quoi que ce soit de la campagne des Républicains depuis un an? Non, absolument. Allez, voilà. Donc il était libre. On revient dans un instant, juste le temps de vous remercier, Mathilde Panot, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Dans un instant, on va parler de la situation en Corse avec un député autonomiste. Voilà la suite du programme dans les informés de France Info. Économie. L'objectif est pour le moins ambitieux, 5 millions de véhicules par an. Sport. Attention à cette frappe qui était un rebond. Politique. Bien sûr, il faut répondre aux inquiétudes catégorielles. Monde. Les hostilités ont pris un nouveau tournant lors du discours de clôture du Parti conservateur la semaine dernière. Pour l'info 24 heures sur 24, France Info, ouvrez l'info. Bonjour, c'est Frédéric Carbone. Je vous attends tous les jours de 22h à minuit. Info Soir, c'est le temps des choix, des débats, de l'explication. Le temps aussi de faire un tour du monde avec le club des correspondants. 22 minuit sur France Info, il n'est jamais trop tard pour prendre un temps d'avance. À tout à l'heure. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com. Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac. Ça se calme progressivement, le vent faiblit, il neige encore sur le Nord-Pas-de-Calais et les Alpes ce soir. Attention aux avalanches. Des pluies soutenues touchent toujours la région PACA. Le risque de fortes vagues et de submersion persiste sur le littoral à l'est du Rhône et au sud de la Corse. Demain, la Corse restera sous la pluie. On aura quelques averses le matin sur les Pyrénées, le Massif central, du Pas-de-Calais à la Lorraine. Ce sera le cas toute la journée de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Il neigera à basse altitude. Ailleurs, on retrouvera de belles éclaircies, plus discrète l'après-midi vers le nord-ouest. Retour des gelées demain, attention sur les routes. L'après-midi, seulement 3 degrés à Aurillac, 4 à Lille et Mulhouse, 6 à Paris, Lyon, 9 à Dinard et Bordeaux, 11 degrés à Marseille et 15 à Bastia. France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Du rififi à droite, puisque le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, annonce ce soir dans le 20h de France 2 qu'il quitte définitivement les Républicains au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti dès le premier tour, avec près de 75% des voix. Xavier Bertrand, donc, qui répondait donc il y a quelques minutes à une question d'Anne-Sophie Lapix, avait-il félicité Laurent Wauquiez pour son élection d'hier ? Non, parce que j'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. C'est une décision qui n'est pas facile, mais qui d'une certaine façon s'est imposée à moi. Je m'étais déjà mis en retrait depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand j'ai vu que ma famille politique ne voulait pas dire clairement qu'il fallait voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Tout mon engagement politique, première fois que j'étais candidat, ça a été contre le Front National, contre l'extrême droite, contre ce qu'il représente. Mais il n'y a pas que ça. La droite à laquelle j'ai adhéré, la famille politique à laquelle j'ai adhéré, c'était à la fois la filiation du général de Gaulle, de Philippe Séguin, et puis aussi Jacques Chirac. Regardez comme 2002 semble si loin aujourd'hui. 2002. Et ce vrai front républicain contre l'extrême droite. Jamais Nicolas Sarkozy, jamais Alain Juppé n'aurait permis une telle dérive. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui quitte donc définitivement les Républicains après cette élection haut la main à 75% des voix hier à la tête du parti de Laurent Wauquiez, qui lui a aussitôt répondu. Je vous l'ai dit, je veux que la droite se renouvelle. Et je vous l'ai dit aussi, je tendrai la main à tous ceux qui, de bonne foi, veulent que la droite tire les erreurs du passé. Xavier Bertrand considère visiblement qu'il n'y a pas sa place. C'est son choix. Je le respecte. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas regarder dans le rétroviseur. J'avance, je regarde vers l'avenir, et moi ce que je veux, c'est faire émerger une nouvelle génération. Cette droite renouvelée, qui assume ses idées, très tranquillement, mais qui assume juste de dire
ce que trop souvent beaucoup de Français sont condamnés à penser tout bas. Laurent Wauquiez sur TF1 après ce départ de Xavier Bertrand qui, dit-il, n'a l'intention de rejoindre aucun parti politique ou de créer lui-même un parti. À la une de l'actualité également, cette tentative d'attentat en plein Manhattan ce matin. L'explosion a fait un blessé, le porteur de l'engin. Tentative qui a eu lieu à 7h20 heure locale, en pleine heure de pointe, dans un tunnel bondé entre la gare routière de Port Authority et la station de métro de Times Square à New York. L'auteur de l'explosion a été arrêté. Theresa May devant le Parlement britannique, elle l'a vanté le compromis trouvé avec Bruxelles sur les conditions du Brexit. La première ministre britannique qui estime qu'il permettra une sortie en douceur et ordonnée de l'Union européenne. Le nombre de morts sur les routes, il est en hausse, plus 8,9% en novembre en France. Édouard Philippe se dit favorable à la réduction de vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les nationales et départementales. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, à la veille de la journée internationale de la musique métal, ils sont venus s'échauffer aux informés de France Info. Et ce soir, autour de la table, nous trouvons l'éditorialiste de TV5 Monde et de Rolling Stone Magazine, Laurent Bazin. Bonsoir. Gaël Gauze, chef du service politique de France Info, François Orcival de Valeurs Actuelles. Et pour cette dernière demi-heure, Jean-Félix Acoviva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député autonomiste de la 2e circonscription de Haute-Corse. Donc avec vous, bien sûr, nous allons parler de ce qui s'est passé hier en Corse. La vie politique française devient très complexe. On l'a vu encore ce soir avec Xavier Bertrand, ça part dans tous les sens. Et au vu des élections pour la nouvelle Assemblée régionale en Corse, un étrange phénomène s'est produit puisque le dégagisme a dégagé le dégagisme. Alors là, c'est poussé un peu loin le concept, mais en s'imposant hier, les autonomistes ont pulvérisé les partis traditionnels comme LR, mis de côté la gauche et relégué la République En Marche qui avait dégagé les autres. Donc alors là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Un second tour qui a confirmé donc la percée donc du premier tour de paix à Corsica et transformé l'expérience de la fusion de 2 départements en une seule représentation, succès total pour les autonomistes et indépendantistes puisqu'ils occuperont 41 des 63 fauteuils de la future Assemblée régionale. Alors fini les politiques corses en t-shirt treillés et bras croisés, alors c'est un peu cliché, un tantinet, mais les revendications perdurent et désormais c'est au tour de Paris d'engager la discussion, le leader autonomiste Gilles Simeoni. Paris a aujourd'hui à prendre la mesure de ce qui se passe en Corse, qui est quelque chose de profond. Et donc oui, largement, la balle est dans le camp de Paris et plus précisément en Corse, sans doute, du président de la République. Voilà, Gilles Simeoni hier, pour une réaction après la victoire donc, des autonomistes. Alors, Jean-Félix Acoviva, il y a eu un succès au régional. Déjà la dernière fois, vous faites partie des 3 députés quand même sur 4 en Corse. Ce succès sans contestation hier soir. Pourquoi finalement les électeurs se tournent-ils maintenant vers vous, alors qu'auparavant, c'était pas forcément le cas? Je crois qu'il y a une maturation du nationalisme corse depuis 10 ans. L'élection d'hier n'est pas un vote de contestataire, c'est un vote d'adhésion à un projet. Vous avez rappelé qu'il y a eu la victoire de décembre 2015, il y a eu la confirmation en juin 2017 après 2 ans de mandature, c'est-à-dire que les Corses ont validé les 2 ans de mandature en juin 2017 quelque part à travers les élections législatives, et puis ils ont confirmé l'envie, et puis de manière beaucoup plus forte, de continuer. D'abord la gestion, mais aussi le projet. Et il y a eu un changement politique, une maturation sur le nationalisme, puisqu'il y a eu aussi, du côté du nationalisme, une volonté d'aller vers une voie exclusivement démocratique, parler d'abord aux Corses, avant de parler à Paris, c'est-à-dire convaincre, c'était une priorité absolue. Il y a eu aussi l'apaisement, qui est un produit interne à la société corse. Ça a beaucoup joué, ça aussi. Je fais remarquer que ce n'est pas la police ou la justice qui a mis l'apaisement de ce point de vue-là en Corse. C'est l'effort interne de la société corse, c'est sa propre capacité à produire la paix sans préalable. Et il y a eu la formalisation du trajectoire. Mais l'apaisement, ce n'est pas la capitulation sur les idées. Ah oui, alors justement, on va en parler de ça, mais juste une chose. Yael Gauze, vous observez pour nous la vie politique française et au-delà même de la France, donc notamment en Corse. C'est la France. C'est la Corse, bien sûr, je sais, mais je plaisante. Je plaisante, même si sur notre antenne, on nous a dit, la France, ce pays ami. Mais justement, la Corse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un ovni politique qui se passe là-bas, où ça a longtemps été une terre de droite. Véritablement, la Corse. Oui. Pourquoi d'un coup, finalement, ces électeurs qui décident de dégager tous les partis? Mais vous l'avez résumé, c'est-à-dire que là, les armes ont été déposées, on entre dans un autre cycle, effectivement, où vous portez des revendications sur la langue, des revendications sur l'autonomie fiscale. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est, vous parlez de Paris, disons le gouvernement. Le gouvernement réagit très timidement au J+1 qui suit
votre victoire massive. On parle de félicitations républicaines, insiste Matignon. Félicitations républicaines. Rien ne sera fait dans l'urgence, pas de déplacement ni d'Emmanuel Macron ni d'Édouard Philippe avant le mois de janvier. C'est ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Refus de se faire tordre le bras, une expression utilisée par des conseillers proches. La République, certes, n'est pas psychorigide, nous dit-on, mais attention, expérimentation, oui, rupture d'égalité, non. Et on a un exemple très récent, un peu complexe, je vous l'accorde, mais qui est intéressant. C'était l'écotaxe sur les camping-cars que vous portiez. C'était vous, Jean-Philippe Saccoy. Que vous portiez, on en a parlé il y a 10 jours sur l'antenne, et la Commission des Finances avait dit oui, de manière à ce qu'il y ait une vignette sur les camping-cars, parce qu'il y a un problème l'été, il y a trop de camping-cars sur vos routes. Et la Commission des Finances avait dit oui à l'Assemblée. Et Bercy a dit non, on arrête là. Rupture d'égalité entre les territoires. On est au cœur du sujet. Vous voudriez une autonomie qui rompt l'égalité républicaine. Jean-Philippe Saccoy. Non, je crois que le sujet, c'est le cœur du sujet. On assiste à une gouvernance qui est très crispée, malheureusement, puisque tordre le bras, alors qu'il s'agit d'un fait démocratique, c'est quand même une expression curieuse pour des démocrates. Vous en conviendrez. On ne tord le bras à personne. Le peuple corse a parlé de manière claire, franche, nette, sans bavure. D'aucuns diront qu'il n'y a pas eu assez de participation, mais je fais remarquer qu'il y a eu 10 points de plus que lorsque législative au niveau français. Il y a quand même eu moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé. Non, c'est pas vrai. Il y a eu 53% de participation. C'est un peu plus d'un sur deux. C'est pas moins d'un sur deux, c'est plus d'un sur deux. Je rappelle qu'au niveau de l'élection législative française, il y a eu 43%. C'est comparable. Donc il ne me viendrait pas l'idée de dire que les députés En Marche qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas légitimes. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il y a eu vraiment un vote fort des Corses, une vote d'adhésion, un enthousiasme, une générosité, une démocratie qui se transmet. Et effectivement, on assiste à une crispation. Et je dois dire, parce qu'on ne va pas entrer dans le débat technique forcément maintenant sur l'écotaxe, qui est finalement un petit sujet. Un petit sujet, mais qui dit beaucoup de choses. Mais moi, j'assiste dans l'hémicycle à des remises en cause de 35 ans de décentralisation politique. À la limite, on n'est même pas sur le sujet de l'autonomie, c'est celui qui arrive, et qui arrive maintenant, parce que c'est ce que veulent les Corses, et ils savent pourquoi ils veulent l'autonomie. Mais on remet en cause, y compris les lois, celle du 22 janvier 2002, qui permet à la Corse de proposer des adaptations de règlement, la loi Montagne, qui permet à des massifs de le faire, parce qu'il faudrait que la loi soit égale pour tous, c'est-à-dire égalitariste. Alors, on va en parler dans un instant. Emmanuel Macron, il a dit lui-même au Congrès des maires que tous les territoires ne se ressemblaient pas et que le traitement pouvait être tout à fait différent. Je crois que vous l'avez bien entendu, ça. Oui. Je suis sûr que cette déclaration-là, elle a été encadrée. Entendu, mais dans les faits, malheureusement... Quelques jours plus tard, l'écotaxe était bloqué. Oui, mais voilà. Alors, il faudra voir. Pour moi, il y a un choc qui se prépare qui est très intéressant entre Gilles Simeoni, pardon de personnaliser un peu les choses, entre Gilles Simeoni et Emmanuel Macron. Parce que ce sont deux hommes très intéressants. L'un d'un côté, évidemment, président de la République à la suite du processus que l'on sait, mais avec une échine républicaine peu souple quand il s'agit de faire des concessions, par exemple, sur ce qu'il considère comme l'essentiel, et la langue française, il la considère, par exemple, comme l'essentiel pour la République. Et de l'autre côté, Gilles Simeoni, qui est un homme qui a réussi en 3 ans ce que le FLNC, Canal historique, canal habituel, tout le monde confondu, les cagoulards, ce qu'on appelait les Pères Noël en Corse, n'avaient pas réussi à faire en 30 ans. C'est-à-dire à porter une offre politique qui recevait l'adhésion des Corses et à faire exploser littéralement les vieux partis de droite et de gauche corse, claniques et clientélistes. Donc ce choc-là, moi, m'intéresse. Je veux tester la résistance d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là, et son silence est déjà une forme de résistance intéressante. Et je veux voir jusqu'où Gilles Simeoni ira s'il n'obtient pas ce qu'il considère comme, sinon du moins possible, au terme de cette victoire. On va tenter de vous répondre dans un instant. L'info à 20h40, c'est Agathe Mahuel. Et d'abord, le départ de Xavier Bertrand qui quitte définitivement les Républicains au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Le président de la région des Hauts-de-France l'annonce sur France 2 ce soir. « Je ne reconnais plus ma famille politique », dit Xavier Bertrand, qui ne créera pas de nouveau parti. « Mon parti, c'est ma région », conclut-il. 25 milliards d'euros investis en France dans l'énergie solaire entre 2020 et 2035. Voilà le grand plan solaire dévoilé par EDF sous la pression du gouvernement. Et alors qu'un nouveau sommet climat s'ouvre demain à Paris, EDF souhaite multiplier par 4 la production d'énergie photovoltaïque dans le pays d'ici 20 ans. La Tour Eiffel est fermée au public ce soir, l'aéroport de Nice jusqu'à demain matin. Un risque d'avalanche maximal également dans les Alpes-Maritimes. Du nord au sud, la France au ralenti à cause de la tempête Anna. 50 000 maisons sont toujours privées de courant ce soir, l'essentiel dans le Nord-Pas-de-Calais. Une pétition lancée par L214 pour réclamer l'interdiction de tout élevage de poules pondeuses en batterie.
L'association adresse son texte au chef de l'État à quelques jours de la clôture des États généraux de l'alimentation. Et L214 rappelle qu'Emmanuel Macron s'était engagé en ce sens durant la campagne. Enfin, la disparition aujourd'hui de l'un des derniers grands patrons de presse de l'après-guerre, François-Régis Hutin, est mort à 88 ans. Après 32 années passées à la tête de Ouest France, il avait fait du journal régional le premier quotidien francophone. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, le fait politique du soir, on en a déjà parlé, c'est Xavier Bertrand qui quitte les Républicains suite à l'élection de Laurent Wauquiez, mais l'autre fait politique, c'est bien sûr les élections en Corse. Autonomistes et nationalistes ont remporté les suffrages pour diriger la région et la future Assemblée de Corse, la fusion des deux départements, donc une seule entité. François Rossival, vous vouliez réagir à ce que disait Laurent Bazin? Réagir et poursuivre. Oui. On ne se rend pas compte du choc Macron-Simeoni à travers les mots. Quand notre ami Acquaviva cite le nationalisme corse, le nationalisme, mais attendez, dans son discours de la Sorbonne au mois de septembre dernier, que nous dit Emmanuel Macron? Il nous dit le nationalisme, c'est la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Or, ce que vous dites en ce moment, c'est que le nationalisme corse, c'est la paix. C'est la paix. Et personne, dans les réactions politiques diverses et variées, ne surgit en disant « Oh, horreur, les nationalistes corses ont gagné sur le mot nationalisme corse ». Bon, et quoi d'autre derrière? La préférence corse, la résidence corse, la langue corse, les etc. prisonniers dits politiques. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils ont réussi à faire passer, c'est un bouleversement dans la nomenclature politique de ce pays, c'est évident. Jean-Félix Acquaviva, vous avez cette impression justement sur ce mot nationalisme aujourd'hui? Écoutez, le nationalisme corse au sens étymologique tel qu'on l'entend nous et tel qu'on a toujours entendu depuis 40 ans, puisque l'émergence de la victoire d'hier vient quand même de 40 ou 50 ans de combat avec des choses qui ont été dites. D'abord, c'est pas un nationalisme ethniciste. On n'a jamais basé le peuple corse sur la notion de sang, mais sur une communauté de culture et de destin qui existe depuis longtemps. Je veux dire, la question de l'appartenance, ce sentiment d'appartenance existe depuis très longtemps, reconnu y compris dans la loi lorsqu'il y a eu l'article 1 du statut Joxe, puisque le Parlement a voté, peuple corse composante du peuple français, même si le Conseil constitutionnel l'a censuré, le Parlement a voté. Et puis on pourrait parler des nombreux discours politiques de présidents de la République qui ont parlé du peuple corse, le dernier en date, François Hollande devant l'Assemblée de Corse, lorsqu'il est venu pour sa dernière visite officielle, mais Mitterrand et d'autres personnes. Bon. Donc cette réalité-là, au sens d'une petite nation qui date depuis longtemps, parce que confrontation d'un territoire, une île, d'une culture, d'une langue, d'une communauté et d'un sentiment d'appartenance qui font ce qu'on appelle étymologiquement une nation au sens du destin, évidemment qu'on ne la réunit pas. Mais là où je voudrais revenir sur ce qui a été dit, jamais notre discours, même avec des moyens inadaptés, puisque aujourd'hui il y a eu la page tournée grâce à l'effort collectif des Corses de la violence politique, jamais le nationalisme corse ne voulait s'enferrer dans la guerre, dans la résistance, oui, y compris la dérive liée à cette résistance, mais jamais dans la guerre, jamais dans le racisme. Alors, à propos de ça, parmi les trois revendications, il y a donc amnistie pour des prisonniers, vous dites politiques, on peut dire corse plutôt, parce que pour l'État français ne reconnaît pas que c'est des prisonniers politiques. C'est-à-dire que même pour les crimes de sang? Écoutez, c'est-à-dire, en gros, quand on vient aujourd'hui en prison pour ses idées. Quand on vient, c'est pour ça que je dis politique. Quand on vient en 2017 sur un plateau de télévision et qu'on est au lendemain d'une victoire historique de ce style, on ne peut pas faire l'économie d'un petit rappel historique. Il y a eu 2 lois d'amnistie votées en 1982 et en 1988. Article 1er de la loi d'amnistie 1988, c'était pour les Martiniquais et les Guadeloupéens, pour des faits inhérents au statut de la Guadeloupe et de la Martinique. Article 1 bis pour des faits inhérents au statut de la Corse, sauf crime de sang. Donc ça veut dire que la République, à un moment donné, a considéré, c'était sous Michel Rocard, c'était à l'époque aussi de Matignon pour la Nouvelle-Calédonie, et c'était l'époque du statut Joxe, qu'il fallait tourner la page. Il y avait à l'époque 50 ou 60 prisonniers insulaires pour des faits liés au statut de la Corse. Aujourd'hui, nous avons 12 prisonniers, issus, on va dire, d'un contexte politique et d'un conflit politique. Détenus à Arles. 12 prisonniers. Le premier niveau qui n'est pas respecté, à l'assassinat d'un préfet. Nous insistons là-dessus,
de la République. Premier niveau, je vais répondre aussi là-dessus, parce que c'est important. C'est important quand on... Premier niveau, c'est le rapprochement. Le rapprochement est la loi. La loi n'est pas appliquée. Bon, ça crée quoi? Ça crée un sentiment de vengeance d'État, notamment pour les familles. Les familles, aujourd'hui, elles ont double peine. Quand elles traversent la mer, quand elles font 1500 km, les enfants, les femmes... Rapprochement, c'est en quand on leur dit, quand le président Hollande dit, vous pouvez dire qu'il y aura rapprochement, que ça ne se fait pas. Macron dit, vous pouvez dire qu'il y aura rapprochement, ça ne se fait pas. Sarkozy l'avait dit. Eh bien, on donne le sentiment dans un État dit de droit que l'on joue la vengeance d'État. Jean-Philippe Sakoïva, moi c'est amnistie, vous donnez on le parle terme, de c'est l'amnistie. Amnistie, oui. Non, mais question polémique, vous ferez quoi le 6 février comme député? Excusez-moi, je vais finir mon propos. La question de l'amnistie. Prochain. Nous sommes dans une histoire de conflit politique où il y a eu des drames de tous côtés. Moi, en ce qui me concerne, et ce qui concerne, mais y compris JCM, on s'incline devant la douleur de la famille Erignac, mais on s'incline devant la douleur de toutes les familles. Je veux dire, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas eu de problème politique en Corse, en 1980, un groupuscule s'appelait Francia Barbouze prenait ses heures de la préfecture d'Haute-Corse et mettait des attentats et des tentatives d'assassinat contre les autonomistes. En 1999, un préfet dit de la République, Bernard Bonnet, faisait incendier une paillette sciemment avec des groupuscules secrets. Il a été condamné pour ça. Secrets des gendarmes. Non, mais c'est un fait politique. Bien sûr, il a été condamné pour ça par la République, la justice de la République. Fait unique en France. C'est-à-dire qu'il y a eu un acte politique d'un préfet pour donner le là et pour faire en sorte que les Corses s'affrontent. Donc ça veut dire que lorsqu'on a connu tout ça, il faut être humble. Dans un conflit de ce style, pour faire la paix, il faut des gens de bonne volonté et c'est beaucoup plus difficile. Et il faut avoir beaucoup plus de courage. En général, pour faire la paix que pour faire la guerre. Donc ça veut dire que la notion d'amnistie... Vous dites une chose, c'est que la douleur de la famille Erignac est la même que celle de la famille Colonna? Non, je dis que la douleur de la famille Erignac est la même que celle que des militants, par exemple, nationalistes qui ont été abattus de sang-froid, de loin, sur des faits où la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et où il n'y a pas eu une reconstitution. Par exemple, que ferez-vous comme député ce jour-là, le 6 février? Vous serez présent en cérémonie? Je vais vous répondre. Je veux dire par là qu'à un moment donné, la douleur des familles, elle est la même. Aujourd'hui, quand on est humaniste, quand on est démocrate, on n'a pas le droit de dire que d'un côté il y a eu des morts et d'autres il n'y en a pas eu. On n'a pas le droit de deux côtés de dire qu'il y a eu des dérives alors qu'il y en a eu aussi de côté de l'État. Sur le symbole, donc nous disons cette histoire douloureuse, nous la partageons. Cette histoire douloureuse, il faut y mettre un terme. Et pour y mettre un terme, il faut avoir le courage de se mettre autour de la table et de tourner la page et d'examiner toutes les fautes. Et pour cela, il faut des hommes d'État qui se mettent au niveau d'un conflit politique qui a été un conflit politique depuis 50 ans, et où il y a des acteurs aujourd'hui qui veulent vraiment faire la paix. Laurent Bazin. Mais voilà pourquoi Emmanuel Macron prend son temps. Sans doute. Compte tenu du discours que nous venons d'entendre, on comprend mieux pourquoi le président prend son temps. C'est un homme de paix. Si ça ne bouge pas assez vite, si l'État met du temps à réagir, à vous faire des propositions sur vos revendications, est-ce que vous craignez, en l'absence de résultats tangibles rapidement, que il y a un retour à la radicalisation? On sait que les indépendantistes de Rinnovou ont fait 7%, mais s'il ne se passe rien, qu'est-ce que vous direz, vous, à vos jeunes? Jean-Philippe Sakoïva. Ce qui ne se passe rien, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, nous sommes dans un fort mouvement démocratique et très généreux. Il y a des formes de mobilisation multiples et variées lorsqu'on a un mouvement démocratique. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que, d'abord, premier niveau, je pense qu'on va voir s'il y a un respect d'un vote démocratique émis. On espère que s'il y a une logique démocratique, il faudra bien qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Il n'a pas eu lieu. S'il n'y est pas, eh bien, on se réunira, on fera en sorte de voir quels sont les voies et moyens pour que la voix du peuple corse puisse être entendue de la manière la plus efficace qui soit. On va continuer à en parler dans un instant. Je vous promets, vous pourrez poser une autre question dans un instant. L'info à 20h50, Agathe Mahut. Airbnb s'engage à ne plus utiliser en France sa carte prépayée émise depuis Gibraltar. Ce système de paiement critiqué est révélé au début du mois par la cellule enquête de Radio France. Il permettait aux propriétaires d'encaisser des revenus sans les déclarer. Et les responsables d'Airbnb étaient donc convoqués ce soir à Bercy pour s'expliquer. 23 morts de plus en novembre 2017 par rapport au même mois l'an dernier. Les chiffres de la sécurité routière parus aujourd'hui, alors qu'Édouard Philippe se dit favorable à titre personnel à la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les nationales et les départementales. Le départ de Xavier Bertrand ce soir, qui claque la porte de son parti politique au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Wauquiez qui représente l'aile droite de LR. Je ne reconnais plus ma famille politique, explique le président de la région Hauts-de-France. Mikhail Saakashvili est libre après avoir été arrêté samedi par les forces ukrainiennes, accusé d'avoir préparé un coup d'État. L'ancien président géorgien a été libéré par un tribunal de Kiev, tribunal qui n'a pas non plus retenu l'assignation à résidence de Saakashvili comme requise par le parquet.
Et puis dans les prochaines minutes, de l'autre côté de l'Atlantique, Johnny Hallyday sera enterré à Saint-Barthélemy, au petit cimetière de Lorient. L'artiste mort à 74 ans sera entouré de ses proches inhumés dans l'intimité. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Alors depuis son élection, on avait l'impression qu'Emmanuel Macron avait tout prévu. Recomposition du paysage politique, réforme sociale qui se passe sans heurts et même naissance de panda, c'est vous dire. Une chose semble pourtant échapper au président de la République, ce sont les territoires. On l'a entendu avec la Corse, on le voit également avec les municipalités, les départements, les régions, taxes d'habitation, emploi aidé. Il y aura un rendez-vous important pour ces territoires. C'est jeudi prochain à Cahors où il y a la conférence nationale des territoires. Alors François Urcival, c'est marrant parce que ce soir, on a entendu, alors pour différentes raisons, ce mot justement territoire. Entre Xavier Bertrand qui dit « je me replie sur ma région et je pars de là ». On entend des élus nationalistes corses qui nous disent « voilà, nous, ce qu'on veut, c'est gérer aussi notre bout de territoire ». Ça veut dire que là, aujourd'hui, finalement, Emmanuel Macron n'avait peut-être pas anticipé aussi cette, pas cette fronde, je dirais, mais vraiment cet appel des territoires. Mais les territoires en question, qui veulent se gérer, ils se gèrent sur quoi ? Sur une fiscalité locale. Une fiscalité locale. Ils se gèrent sur des subventions, ils se gèrent sur des activités qu'ils stimulent, qu'ils protègent, qu'ils développent, etc. C'est ça leur liberté de gestion. Et ils peuvent pas créer de l'emploi et appeler des investissements sur autre chose. Or, l'État est intervenu, évidemment, avec cette affaire de taxe d'habitation, dans le domaine qui était le leur. Et à partir de là, ça crée un climat. Alors, comment vont-ils, je dirais, amortir ce qui a été fait, c'est tout le sujet des négociations à venir. Laurent Bazin, on le voit quand même aujourd'hui, c'est vrai que ces régions, on a l'impression que c'est peut-être la seule opposition. Alors il y a beaucoup de régions de droite aussi, voilà, ils s'en servent, on l'a vu, on voit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, mais on a l'impression que voilà, ces localités aujourd'hui, finalement ces régions, ces municipalités, ces départements, aujourd'hui sont l'opposition à Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est l'opposition, mais moi ce qui me frappe chez Emmanuel Macron, puisque tout revient toujours à lui finalement dans le débat, quel que soit le débat qu'on entame, c'est que ici on a eu ce débat, je me souviens il y a quelques semaines, est-ce qu'il est jacobin ou est-ce qu'il est girondin ? C'est-à-dire est-ce qu'il est un État centralisé qui parle d'en haut ou est-ce qu'il est girondin, c'est-à-dire qu'il est prêt à la décentralisation plus lointaine ? Moi je crois fondamentalement que c'est un jacobin qui parfois s'habille en girondin, mais que fondamentalement il est jacobin. Ouais. Et donc les décisions qu'il a prises cet été, ou que son Premier ministre a pris, ou que Bercy a pris, mais qu'ils ont validées d'une certaine manière, elles sont jacobines. C'est-à-dire que il prend la décision d'en haut, mais pour une raison, c'est qu'il constate de son expérience politique que toute décision qui est prise en associant l'ensemble de la France est une décision qui n'est jamais appliquée. Donc il considère qu'on envoie la décision d'en haut et qu'ensuite on se débrouille bien pour la mettre en place. Pareil pour les portables à l'école de Jean-Michel Blanquer d'une certaine manière. Et quelque part, c'est la bombe à retardement que lui laisse en legs François Hollande. La loi sur le non-cumul des mandats provoque ces éclosions de grands hommes forts ou femmes fortes régionaux. C'est le retour des barons. Exactement, parce qu'il fallait choisir son mandat. On ne va plus au Parlement, c'est plus au Parlement qu'on pèse, c'est en étant à la tête. Vous prenez un Christian Estrosi, il vous dit ça exactement comme je vous le dis là. Aujourd'hui, j'ai plus intérêt à être maire de Nice et à agir et avoir un bilan local que d'être dans un gouvernement de manière éphémère avant un remaniement ou que d'être député et les Républicains, Godillot ou pas Godillot, à l'Assemblée. Alors, donc voilà, c'est ça qui a changé. Et c'est ça qui change aussi le visage de nos régions. Donc d'une certaine manière, vous avez raison quand vous parlez de fronde, même si je pense qu'on n'est pas au stade de la fronde. Non. Mais parce que la fronde, historiquement, c'est bien ça. C'est-à-dire les potentats locaux qui, à un moment, disent au roi, pas chez moi. Jean-Félix Sacco, il y a une chose, bien sûr, on a parlé là des revendications autonomistes nationalistes, mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la Corse, c'est la région la plus pauvre de France. Il y a 11,5% de sa population qui est au chômage. C'est sûr que finalement, quand on parle de nationalisme ou d'autonomie, on va vers des sujets comme la langue, des choses comme ça. Mais c'est là-dessus que tout le monde vous attend. C'est comment aujourd'hui réduire le chômage, parce que là, ça touche même vos adversaires. C'est-à-dire que malheureusement, il y a tout le monde connaît quelqu'un qui est au chômage. C'est là-dessus que vous êtes attendu. Est-ce que finalement, aujourd'hui, votre discours peut faire réduire le chômage sur une région, la Corse ? Écoutez, c'est un des éléments qui fait que l'on a été élu largement. C'est notre capacité durant 2 ans, ce qui est un mandat très court, d'avoir eu des résultats concrets. Je vais prendre l'exemple très simple. Les transports maritimes. En appliquant le statut de la Corse,
nous avons 2 ans fait en sorte d'apaiser le système maritime avec Marseille. Il n'y a plus de grève. Non seulement il n'y a plus de grève, mais on a fait des économies de 40 millions d'euros par an sur l'enveloppe de continuité territoriale qu'on a réinvesti dans les routes. Et on a baissé le tarif fret et marchandises. Ça veut dire qu'on a fait repartir le transport maritime marchandises vers la Corse et baisser les prix, donc augmenter les marges de manœuvre pour les produits exportateurs. Donc on a eu des résultats concrets par la maîtrise et on a justifié l'autonomie économique. C'est-à-dire en maîtrisant les leviers institutionnels, notre objectif est d'avoir un résultat économique direct. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on maîtrise un domaine essentiel pour une île, le transport. Ça sera le cas dans d'autres domaines. Aujourd'hui, lorsque les Corses votent pour l'autonomie, ils savent très bien que c'est pour cela, par l'autonomie, que l'on pourra avoir de l'émancipation économique et sociale. Allez, en tout cas, on verra ça à l'œuvre, c'est à partir du mois de janvier. Merci beaucoup, Jean-Félix Sacco, il va dépasser ce soir aux informés de France Info. Merci Laurent Bazin, merci beaucoup Yael Gauze. Et merci François Dorcival. Un petit mot rapide, justement. Un petit mot rapide, mais une pensée amicale et confraternelle pour notamment Stéphane Vernet, qui est avec nous le lundi West France, soir, exactement, du groupe Ouest France. Et tout Ouest France est en deuil en raison du décès de son grand patron François-Régis Hutin. Tout à fait, un vrai nom dans la presse française. Bonsoir Jean-François Aquili. Bonsoir Jean-Mathieu. Tout est politique ce soir au programme. Eh bien, on va parler du départ de Xavier Bertrand et évidemment des élections en Corse avec Thierry Solaire, député de la République En Marche des Hauts-de-Seine, Virginie Duby-Muller, que vous connaissez bien, député LR de Haute-Savoie, Stéphane Rosès, le politologue, avec Michel Castellagne, un de vos confrères, Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse nationaliste, et avec Gilles Bronstein de France Info. Je le ferai jamais aussi bien avec l'accent, c'est terrible. Hein. Allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.